Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce mardi 25 mars. Ce soir, l'inquiétude des ostréiculteurs de la Guittière à Talmont-Saint-Hilaire. Avec le déplacement du sable de la dune du Veillon, l'eau douce a du mal maintenant à rejoindre la mer. La salinité de l'eau est surveillée de près. Qui rejoint qui ou appelle à faire quoi? Dans le grand feuilleton des municipales, suite et fin ce soir des négociations en vue du deuxième tour. Dans ce journal, les décisions d'Anita Chariot à La Roche-sur-Yon, de Jocelyn Leclerc à Fontenay-le-Comte ou encore la réaction d'Yves Roucher au Sables-d'Olonne. Et puis où trouver la meilleure gâche, le meilleur préfou ou encore le meilleur gâteau minute? Eh bien la réponse est en fin de journal avec les résultats du traditionnel concours des produits de Vendée. On en parlait il y a quelques jours. Les habitués de la plage du Veillon ont un peu de mal à reconnaître les lieux depuis les tempêtes de cet hiver. Le vent et les forts coefficients ont déplacé le sable. Résultat, la dune a rétréci et les parcs ostréicoles de la Guittière, juste derrière, ont peur de manquer d'eau salée. Pierre Dalicieux, Benoît Gandossi. Au Veillon, le spectacle est saisissant. Le cordon dunaire a reculé d'au moins 200 mètres en quelques semaines et l'embouchure de l'estuaire du Perret s'est radicalement transformée. Donc le sable est rentré à l'intérieur de l'estuaire et s'est rapproché de la côte et on a un étrécissement du passage d'eau ici. Et dans un deuxième temps, le long de l'épi, on a la formation d'un nouveau passage d'eau, mais qui n'est pas suffisant pour que la masse d'eau qui est bloquée derrière l'estuaire s'écoule normalement. En clair, l'eau douce finit par s'accumuler dans l'estuaire sans pouvoir s'en échapper, diminuant ainsi la salinité de l'environnement aquatique, là où baignent les huîtres des 18 exploitations ostréicoles de la Guittière. Alors, tels des vigies de l'environnement, les membres du groupe associatif de l'estuaire vérifient quotidiennement la teneur en sel de l'eau. Bon, t'en es où en salinité? On est à 31 pour 1000 Et aujourd'hui, le taux de sel semble normal. La situation s'améliore un petit peu parce que le coefficient s'est amélioré. Effectivement, on a une montée d'eau forte parce qu'on est en période où on est à plus de 90 de coefficient. Quand on va arriver sur des coefficients inférieurs à 50, il est évident que la mer ne passera plus par-dessus le platin de sable, situation qui peut s'avérer très catastrophique pour les huîtres et l'ostréiculteur derrière. Situés en amont de l'estuaire, les ostréiculteurs déjà fortement impactés par la mortalité des huîtres et les précédents phénomènes climatiques sont quotidiennement informés de l'évolution de la salinité dans l'estuaire. Une huître n'est pas faite pour vivre si on schématise vraiment, dans un étang. Elle est faite pour vivre dans des eaux saumâtres. Bon, pour ma part, moi j'ai des stocks assez importants, surtout d'huîtres marchandes. Je pense que je vais avoir des pertes importantes. Au problème de l'eau douce s'ajoute celui du classement en zone protégée de l'estuaire qui freine toute intervention rapide afin de régler la situation. Ici, on a un problème d'ensablement qui, en l'espace de 2 mois, s'est constitué. Il y a toute une procédure à respecter. Cette procédure fait que quand on a fait l'étude préalable, cherché par appel d'offres, etc., les entreprises, on se trouve avec un temps de battement qui est peut-être de 3 mois dans le meilleur des cas. C'est trop. Les huîtres n'auront pas supporté ces 3 mois. Il reste aux ostréiculteurs l'espoir que la nature fasse le travail de désensablement lors des prochaines grandes marées. Dans le cas contraire, des travaux de creusement du chenal s'avéreront indispensables. Et si pour l'instant le taux de salinité est toujours le même, le chenal, lui, s'est un petit peu élargi depuis vendredi, jour du tournage de ce reportage. Un mot de la Fédération des industries nautiques aussi, qui depuis cette semaine a un nouveau président. Un président d'ancrage vendéen, puisqu'il s'agit d'Yves Lioncan, le président du conseil de surveillance de Beneteau. Yves Lioncan succède ainsi au Rochelais Jean-François Fontaine, qui ne se représentait pas. Au chapitre des municipales, on en sait un petit peu plus ce soir sur la tournure que va prendre le deuxième tour. Un accord a finalement bien été trouvé entre Anita Chariot et le maire sortant Pierre Regnault. La candidate Front de Gauche, qui a fait presque 8% au premier tour, appelle donc ses électeurs à voter pour le candidat PS. On y reviendra dans le journal de demain soir, notamment pour connaître les modalités exactes de ce rapprochement. On sait déjà que 6 membres de la liste d'Anita Chariot ont été intégrés à la nouvelle liste déposée par Pierre Regnault. Le divers droite Raoul Mestre, lui, devait annoncer ce soir qu'il n'y aurait pas de fusion avec la liste de Luc Boire. Une conférence de presse était en tout cas prévue dans la soirée. Et puis je vous rappelle qu'on sait depuis hier que Brigitte Neveu pour le Front National et que Gilles Robin de Lutte Ouvrière ne donnent pas de consigne de vote à leurs électeurs lyonnais.
Au Sables d'Olonne, on sait depuis hier soir, là aussi, que Brigitte Tesson a accepté de fusionner sa liste avec celle de Didier Gallo. À eux deux, les candidats d'hiver droite pourraient ainsi cristalliser 38% des voix si on se base sur les résultats du premier tour. Réaction d'Yves Roucher, arrivé en tête dimanche avec 32% des voix. C'est l'étonnement qui prime. Brigitte Tesson n'est pas restée fidèle à sa famille politique, alors que pendant les 6 ans de mandat, elle a toujours... Vous comprenez, on ne peut pas faire tout et son contraire. On ne peut pas voter, soutenir une majorité et ensuite aller avec une personne qui a toujours critiqué, toute la liste d'opposition a toujours critiqué, et M. Gallo, durant toute cette campagne, a toujours fait que des critiques. Dans le sud Vendée, à présent, les Fontenaisiens auront bien 3 candidats au deuxième tour. On savait hier que Jocelyn Leclerc, le candidat Front de Gauche, devait rencontrer le maire sortant PS Hugues Fourage. Eh bien, ils n'ont manifestement pas trouvé de terrain d'entente puisque les 2 hommes ont déposé chacun aujourd'hui en préfecture leur propre liste, ainsi que le 3e homme, Jean-Michel Lallaire. Si on avait entamé les négociations pour une fusion, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'il s'agissait juste d'une discussion préalable, nous aurions demandé 5 à 6 sièges et une certaine indépendance dans le groupe majoritaire. On nous a juste dit proposé ou demandé de faire un désistement républicain. La demande était notoirement au-dessus de la réalité de leur score. Je pense qu'ils prennent une lourde responsabilité aux électeurs de voir s'ils veulent suivre cette responsabilité et de voir si effectivement le travail qui a été fait pendant 6 ans doit continuer ou pas. Je pense que cette situation est positive pour nous. Donc il nous faut malgré tout aller rechercher parmi les abstentionnistes de nouveaux électeurs et puis convaincre ceux qui ne le sont pas et qui se sont exprimés par le biais de bulletins nuls. Et puis à Saint-Hilaire-de-Riez, 5 listes qualifiées pour le deuxième tour. Il y en aura finalement 3 de proposées. Celle de Jean-Yves Le Bourdet, soutenue par le maire sortant Jacques Fraisse, celle de Jean-Pierre Coste et celle de Laurent Boudelier. Laurent Boudelier qui intègre 9 membres de la liste de Pascal Dubin. Éric Coren, comme nous le disions dès hier soir, se retire sans donner de consigne de vote. Avant de refermer ce chapitre municipal, un mot du Parti socialiste et de sa première secrétaire générale. Dans un communiqué, la députée Sylviane Bulteau évoque un contexte national complexe qui a pesé sur les résultats. Elle temporise cependant les avancées de l'opposition. Vous le voyez, à La Roche-sur-Yon et à Fontenay-le-Comte, la droite ne progresse que sensiblement. Et Sylviane Bulteau termine en rappelant la situation de Pouzauges, où la gauche est arrivée en tête dès le premier tour et prend donc la direction du conseil municipal. Pas d'urne, pas d'isoloir, pas de campagne dans cette autre élection, mais une victoire tout aussi intéressante à la clé, à la sélection des meilleurs produits de Vendée. L'AIPPV décerne tous les ans ses médailles aux meilleures brioches, préfous et autres spécialités du coin. Un scrutin uninominal à un tour qui a eu lieu hier. Grégoire de Châtillon. Voici le gâteau Minute. Ah, mais il a une belle couleur, le numéro 12. Alors le 12. Moins connu que la brioche et la mojette, il est originaire du sud Vendée et se rapproche du 4/4 en plus moelleux. Pour gagner, son goût, comme sa présentation, doivent être irréprochables. Alors il est comment celui-là? Il est parfait. Je ne peux pas dire mieux. Tout est agréable, la texture, le goût, le bon goût du beurre. C'est bien équilibré, il est bien croûté, il n'y a rien à dire. Professionnels des métiers de la bouche et consommateurs avertis, ils sont 90 membres du jury à déguster, analyser et noter ces produits vendéens qui ont tout à gagner s'ils deviennent médaillés. Par exemple, pour un artisan, ils vont avoir on appelle ça des vitrophanies, des autocollants qu'ils vont pouvoir coller à l'entrée de leur magasin pour annoncer aux gens qu'ils ont gagné une médaille dans telle catégorie. Ils vont pouvoir mettre sur leurs produits aussi pendant 3 ans la médaille avec l'année d'obtention et puis évidemment la catégorie dans laquelle ils ont concouru. En plus des produits classiques qui font partie de ce concours, on y trouve une autre catégorie, les produits innovants, parmi eux le boudin au lapin. C'est à, oui. Je l'avais noté à 25. C'est à goûter. Et la brioche, laquelle sera la grande gagnante du millésime 2014. Pour ça, il faut procéder par élimination.
Il y a celle-là, on n'accroche pas trop, puisque déjà le sucre, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Et celles qui se démarquent, c'est surtout sur l'aspect. Elles sont un peu plus brillantes, plus moelleuses aussi. L'odeur et la consistance est meilleure. 20. Au fil du temps, ce concours départemental des produits de Vendée a aussi permis parfois, grâce à l'appréciation de ces fins gourmets, d'améliorer de nombreux produits pour le plus grand plaisir de ceux qui les consomment. Alors côté résultat, 14 médailles ont été décernées au total. En voici quelques-unes. Pour le jury de la IPPV, évidemment, la meilleure brioche de Vendée, la Belle Rouge, est à Roche-Servière. Le meilleur fion à Esnay. On ne fait pas mieux comme jambon de Vendée que celui de la Boissière-des-Landes. La Gage de Fontenay-le-Comte vaut vraiment le détour. Et il faut absolument goûter le Préfou de l'Orbry. Les adresses précises et les autres médailles, c'est évidemment sur le site internet de l'AIPPV, l'association de promotion des produits vendéens. Avant de se quitter, une idée d'activité pour la semaine prochaine, pourquoi pas destinée à tous les candidats et leurs militants qui auront sûrement besoin d'un petit peu de calme et de sérénité. La pêche à la truite est ouverte depuis le 8 mars. C'est la pêche la plus répandue à Mouchamp. Les habitués sont donc de retour sur les bords du lait. Anthony Jamin. Au ver de terre, au maïs, à la teigne ou bien panaché, à chacun sa technique pour leurrer la truite. Enfin, si elle veut bien mordre. On peut très bien faire passer un ver de terre devant une truite 10 fois, elle ne bougera pas. Et la 11e fois, elle va sauter dessus. Et ça, pourquoi ça reste le poisson. Le poisson et puis le temps aussi. Des différences de température trop importantes nuisent à l'activité des poissons. Et pourtant, près de 500 kg de truites arc-en-ciel ont été introduites en 3 fois cette année sur les 12 km de cours d'eau que gère l'APPMA de Mouchamp. Ces truites proviennent d'une pisciculture en Deux-Sèvres. Certaines ont entre 14 et 16 mois et pèsent 300 grammes. Celles d'1 kg à 1,5 kg avoisinent les 2 ans. Sans ces apports annuels, impossible de pêcher de la truite en Vendée. Il y a eu quelques parcours, notamment sur le Boupère à une époque, de première catégorie de truite où il fallait une carte spéciale pour pêcher la truite. Mais actuellement, non. Sur notre secteur, on n'a plus de parcours spécial truite, quoi. 627 pêcheurs sont adhérents à l'APPMA, les pêcheurs du petit lait. Parmi eux, de très jeunes recrues, à l'image d'Alexandre, 4 ans et demi, dont 2 de pratique. Et puis il y a Yves, 85 ans, qui ne voudrait surtout pas rater une partie de pêche entre copains. Ah oui, c'est une ambiance qu'il y a. C'est marrant, on voit beaucoup de pêcheurs, ça passe, ça repasse. Ça fait du bien de se retrouver au bord de l'eau, de voir les premières, comme vous pouvez le constater, les premières fleurs, les premiers... vraiment l'éveil du printemps, quoi, la nature, c'est vraiment, oui, ça fait du bien de se retrouver au bord de l'eau, oui. Un plaisir, une passion, un sport qui reste évidemment payant. En Vendée cette année, le prix de la carte de pêche est fixé à 71 €. Une carte qui s'achète sur Internet, mais aussi dans 150 points de vente à travers le département. La météo de ce milieu de semaine, avant de se quitter. Alors, début de mercredi, normalement sec, mais quelques averses ne sont pas à exclure dans l'après-midi. Normalement beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais les risques de pluie est bien là. Le bulletin complet, c'est évidemment juste après le journal avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée et à demain.